Et il est déjà 9 heures ici à Paris. 8h en temps universel. Bonjour Pauline. Bonjour Damien. Et bonjour à tous, c'est la suite de Paris Direct. Voici nos titres. Le 1er janvier, la France prendra la présidence de l'Union européenne pour 6 mois. Quelles sont les ambitions d'Emmanuel Macron pour l'Europe? Le président donne une conférence de presse aujourd'hui devant une centaine de journalistes. L'occasion également pour celui qui ne s'est pas encore déclaré candidat à la présidentielle d'afficher ses propres ambitions. Je ne participerai pas à une primaire de la gauche. Voilà la réponse ce matin de Yannick Jadot, candidat d'Europe Écologie Les Verts à la présidentielle et à la proposition faite par Anne Hidalgo. La candidate PS voulait créer une dynamique électorale à gauche, c'est raté. Les Insoumis, les communistes avaient également décliné l'invitation. Au Burkina Faso, qui remplacera Christophe Dabiré? Le Premier ministre a présenté hier sa démission après plusieurs semaines de manifestations. La population pointait du doigt l'incapacité du gouvernement à lutter contre les attaques djihadistes récurrentes dans le pays. Merci Pauline, voilà pour nos titres. À suivre également, venez par là, dans cette nouvelle demi-heure d'info. Dans un quart d'heure, l'info écho de Christophe Dansette consacrée à l'idée d'un salaire minimum européen. Les 27 viennent d'adopter un cadre pour tenter d'harmoniser les salaires les plus bas. Vous allez voir que tout cela n'est pas si simple. Nous sommes justement 27. Et puis ensuite, dans la presse avec Julien Cheida, parmi les journaux du monde entier, les unes de quotidiens britanniques ont retenu ce matin son attention et des quotidiens qui ne sont pas tendres envers Boris Johnson, qui réagissent à la fête de Noël qui aurait eu lieu au 10 Downing Street l'année dernière en pleine vague de Covid. Malgré les excuses du Premier ministre britannique, la démission de sa conseillère, eh bien vous voyez que la presse n'est pas tendre comme The Sun, qui critique et qui caricature Boris Johnson en Grinch qui aurait volé Noël. Voilà pour le sommaire. Tout de suite votre journal, Pauline. Aujourd'hui à 16h, heure française, Emmanuel Macron se prêtera au jeu des questions d'une centaine de journalistes. Une conférence de presse d'une envergure inédite depuis 2019. Le président devrait tracer les grandes orientations de la présidence française de l'Union européenne qui débutera le 1er janvier. Une prise de fonction dans le contexte particulier de la campagne présidentielle. Alors, quels sont les dossiers sur lesquels la France veut avancer en priorité? Les précisions de notre correspondante à Bruxelles, Alix Le Bourdon. Emmanuel Macron a déjà donné un avant-goût de ses priorités pour cette présidence tournante de l'Union européenne en début de semaine, avec au cœur de ses objectifs l'idée de construire une Europe plus souveraine et surtout plus active sur les questions de défense. Alors ça, on le sait, l'autonomie stratégique de l'Union européenne, c'est un sujet très cher à Emmanuel Macron. L'autre gros dossier qui attend la France pour cette présidence tournante, c'est la question migratoire, avec une réforme de l'espace de libre circulation de Schengen. Alors on sait, ça c'est une question explosive parmi les 27 qui les divise depuis longtemps. Et puis parmi les autres objectifs de la France, il y a le salaire minimum européen, la régulation des plateformes numériques et sans doute aussi la taxe carbone aux frontières. Alors beaucoup ici à Bruxelles comptent sur la France pour avancer sur certains gros dossiers comme la boussole stratégique. Ça, c'est justement un document qui pose les bases de l'Europe de la défense, et un diplomate confiait que si la France ne parvenait pas à avancer sur ce dossier, il ne voyait pas quel autre État membre pourrait avancer sur cette question. L'agenda est donc très chargé pour cette présidence tournante française de l'Union européenne, avec plusieurs sommets et des dizaines de réunions organisées en France, en plus des réunions formelles ici à Bruxelles. Et puis le tout regroupé plutôt en début de présidence, puisque vous l'avez dit, ensuite arrivera très vite la campagne présidentielle en France. Conférence de presse que vous pourrez suivre sur notre antenne en direct à partir de 16h, heure française, lors d'une édition spéciale. À présent, ce nouveau tour de vis face au Covid de l'autre côté de la Manche. Afin de lutter contre la propagation du variant Omicron au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé le retour conseillé du télétravail dès lundi. Pour la première fois, le passeport vaccinal est introduit en Angleterre pour accéder aux discothèques et à tous les lieux de plus de 10 000 personnes. Alice Broga. Boris Johnson a donc déclenché son plan B pour l'Angleterre. Une série de restrictions face à la nouvelle vague du Covid, avec notamment le retour du télétravail. Nous allons réintroduire les directives relatives au travail à domicile. Les employeurs devraient profiter du reste de la semaine pour discuter des modalités de travail avec leurs employés, mais à partir de lundi, travaillez à domicile si vous le pouvez. Allez au travail si vous le devez, mais travaillez de chez vous si vous le pouvez. Le port du masque devient obligatoire dans les lieux recevant du public, comme les théâtres et les cinémas.
Autre mesure, l'introduction du pass sanitaire en Angleterre pour la première fois, alors qu'il est déjà en vigueur en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord. Un certificat qui devient obligatoire pour entrer dans les boîtes de nuit et les lieux où se rassemblent des foules. Un nouveau tour de vis pour freiner la propagation du variant Omicron. 568 cas sont déjà identifiés à ce jour au Royaume-Uni. Ces annonces interviennent en pleine tempête politique. Boris Johnson est très critiqué pour une fête de Noël qui aurait eu lieu l'an dernier à Downing Street sans respecter les règles anti-Covid. Une polémique qui a entraîné mardi la démission d'une de ses conseillères. En France, le virus circule aussi rapidement. Ces dernières 24 heures, plus de 61 000 cas ont été détectés. Le plan blanc a été déclenché hier en Île-de-France, Occitanie, Pays de la Loire et en Bourgogne-Franche-Comté pour pouvoir notamment augmenter le nombre de lits en réanimation. Ce plan a déjà été déclenché dans plusieurs régions françaises comme la Corse et la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Julien Gall. Depuis 3 semaines, le service des maladies infectieuses du CHU de Montpellier, qui est dédié aux patients atteints de Covid-19, est saturé. Les 10 chambres sont occupées. Ça devient de plus en plus difficile avec des messages des urgentistes qui sont en recherche de place et nous qui en face ne pouvons pas forcément répondre à leurs demandes et qui comprenons du coup leur détresse. Donc on fait du mieux possible, mais c'est vrai que ça laisse des équipes fatiguées et un peu dans l'incompréhension. En France, les nouvelles hospitalisations sont passées de moins de 200 par jour mi-octobre à plus de 900 par jour en moyenne. Face à cette pression croissante, 4 régions ont annoncé hier le déclenchement de plans blancs dans tous leurs hôpitaux et cliniques. Parmi elles, l'Occitanie, l'Île-de-France, les Pays de la Loire et la Bourgogne-Franche-Comté. La semaine dernière, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Corse et le Grand Est avaient déclenché leur plan blanc. Un plan qui permet entre autres de réaffecter du personnel vers des services de soins critiques et de réorganiser le service des urgences. Pour les responsables hospitaliers, lorsque les patients ont des doutes, venir à l'hôpital ne doit pas être un réflexe systématique. Aujourd'hui, nous sommes au maximum de ce que peuvent faire nos professionnels des urgences. Donc, clairement, il faut faire le 15 pour lever un doute, continuer d'aller voir son médecin traitant. Le nombre de contaminations continue d'augmenter en France. Plus de 60 000 nouveaux cas positifs au Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures. La politique en France, hier, Anne Hidalgo, la candidate socialiste à la présidentielle, a fait une annonce surprise. Elle a proposé que soit organisée une primaire de la gauche. L'objectif, créer une dynamique électorale à gauche. Je prends mon risque, a-t-elle expliqué. À peine proposée, la primaire a été rejetée par bon nombre de candidats à gauche. Écoutez la réaction de Yannick Jadot et de Fabien Roussel. Je ne participerai pas à une primaire de la gauche parce que l'élection, c'est dans 4 mois et demi. Qu'il faut être un peu sérieux. Vous savez, moi j'ai rassemblé toute la gauche et les écologistes au printemps pour travailler un socle commun. Et je l'ai toujours dit, ce socle commun, aujourd'hui, et tout le monde le reconnaît, il doit se faire autour de l'écologie. Pour trancher sur des programmes et des candidats, il y a une élection et c'est un premier tour. D'accord ? C'est ça. La primaire, c'est le premier tour. C'est ça. Laissez les Français décider, découvrir les programmes des uns et des autres. Et moi, j'appelle les électeurs socialistes, ceux de Montebourg, à ce que justement, on se retrouve et on travaille ensemble autour de mon pacte pour la France. Au Burkina Faso, le Premier ministre Christophe Dabiré et son gouvernement ont démissionné. Ils n'auront pas résisté à la pression de la rue. Elle dénonçait depuis plusieurs semaines leur incapacité à lutter contre les attaques djihadistes récurrentes dans le pays. Fin novembre, le président burkinabé avait déjà laissé entendre qu'un remaniement était imminent. Bilal Tarabé. C'était le 27 novembre dernier. Derrière une banderole « Sauvons le Burkina Faso », la population réclame des comptes au gouvernement. Accusé de négliger les forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire l'armée, envoyée au front contre les djihadistes. Environ 15 jours plus tôt, une attaque djihadiste contre un détachement de gendarmerie à Inata, dans le nord du pays, avait fait plus de 50 morts. Si les FDS ne peuvent rien dire, nous les épouses, nous allons sortir pour dire à ce gouvernement qui envoie nos maris de façon injuste à l'abattoir. C'est donc finalement le Premier ministre burkinabé qui a fait les frais de la colère de la population. Christophe Dabiré a présenté sa démission ce mercredi, entraînant celle de tout son gouvernement qui reste chargé de gérer les affaires courantes jusqu'à la nomination du prochain exécutif.
Après la tuerie d'Inata, le président Kaboré, lui aussi visé par la colère d'une partie de la population, avait sous-entendu la possibilité d'un remaniement à venir. Oui, j'ai compris votre message, qui nous invite à un changement de paradigme. Ici, c'est une manifestation contre un convoi de l'opération Barkhane qui a dégénéré. Les Burkinabés, excédés par les violences djihadistes, sont en colère contre leur gouvernement, mais aussi en colère contre les forces françaises. Depuis 2015, ces attaques djihadistes ont fait environ 2000 morts et déplacé près d'1,5 million de civils. C'est au tour du Royaume-Uni et du Canada d'annoncer leur boycott diplomatique des Jeux Olympiques de Pékin. Aucun représentant de ces deux pays ne seront envoyés sur place en 2022. Une décision prise pour protester contre les violations des droits de l'homme du gouvernement chinois. Il y a quelques jours, ce sont les États-Unis et l'Australie qui faisaient cette annonce. Les pays du boycott diplomatique en paieront le prix, a averti Pékin ce matin. Du football à présent, avec cet exploit des joueurs lillois. Lors de la dernière journée de la phase de poule de Ligue des Champions, le club français a terminé en tête de son groupe en battant Wolfsburg hier soir. C'est une première pour le LOSC. Le club rejoint le PSG en 8e de finale. Je vous propose d'écouter l'entraîneur Jocelyn Gourvenec. C'est un moment très important dans l'histoire du club. On est effectivement fiers de ça, fiers de pouvoir offrir à notre public, à tous nos supporters, à tous les membres du club, les salariés, les bénévoles du club qui suivent l'équipe depuis très longtemps, d'offrir un 8e de finale, un retour à domicile puisqu'on finit premier. Et quel que soit le tirage qu'on aura lundi, c'est de toute façon une opération qui marquera l'histoire du club. Le FC Barcelone a lui pris une grosse claque hier. Il a été éliminé sur la pelouse du Bayern Munich. Score final 3-0. Cela faisait 20 ans que le club barcelonais n'avait pas été éliminé à ce stade de la prestigieuse compétition européenne. Voilà, espérons que l'illumination de la gigantesque étoile de verre et d'acier installée sur la 9e tour de la Sagrada Familia aura donné un peu de baume au cœur aux habitants de Barcelone. On espère, puisqu'une fois la basilique imaginée par Gaudi terminée, ce qui n'arrivera pas avant plusieurs années, la structure de 138 mètres sera la deuxième plus haute de l'édifice. On voit ça avec Etanadji. Sa silhouette extravagante est indissociable de Barcelone et de la Catalogne, tout comme ces grues géantes qu'il suffit de chercher au loin pour la localiser. La Sagrada Familia, c'est l'histoire d'un chantier éternel, d'un chantier obsessionnel pour celui qui l'a commencé en 1883, l'architecte moderniste Antoni Gaudi. Et voici la 9e tour sur les 18 que comptera la Sagrada, inaugurée ce mercredi, celle de la Vierge Marie, reconnaissable avec sa gigantesque étoile de verre et d'acier. Elle fait la fierté de Jordi Fauli, l'architecte en chef du monument, et peut-être l'homme qui achèvera le chef-d'œuvre de Gaudi. Lorsque je suis arrivé, la construction avait commencé seulement sur 3 colonnes. Celle de la partie ouest, elle faisait 10 mètres. La Sagrada Familia, c'est des travaux qui se sont étalés sur près de 140 ans. Gaudi s'y consacre pendant 4 décennies, jusqu'à sa mort en 1926, percuté par un tramway à la sortie de son chantier. Une œuvre presque vivante qui fait la fierté des Catalans. Près de 5 millions de visites en 2019, avant sa fermeture au public avec l'arrivée de la pandémie. On a dû arrêter les travaux, on n'a eu quasiment aucun visiteur pendant une année. Il y a eu des donations, mais sans les revenus du tourisme, l'avenir s'est beaucoup assombri. Les architectes espéraient terminer l'ouvrage en 2026, date du centenaire de la mort de Gaudi, un objectif qui semble aujourd'hui compromis.